Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite ce mardi d'une semaine consacrée à l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir examiné la nature du divin dans la première partie, examiné ou effleuré Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire l'existence, on en vient maintenant à la deuxième partie qui pose que parmi ce qui existe, il y a des règles de fonctionnement propres à l'ordre psychique, mais que ces règles n'en font pas moins partie de la nature et n'échappent pas non plus donc à l'ordre naturel. Autrement dit, de Dieu, c'est-à-dire de la nature, nous en venons à l'esprit, c'est-à-dire au corps. Et cette fois-ci, c'est Julie Henry, jeune doctorante à Lyon 3, qui prépare une thèse sur le passage à l'acte moral ou l'acte éthique dans la pensée spinoziste, que nous allons arpenter un peu ce deuxième temps de l'épopée de l'éthique. Julie Henry, qu'on a déjà reçue récemment au Nouveau Chemin de la Connaissance, puisque c'est elle, souvenez-vous, chers auditeurs, qui était venue vous parler de la 6e méditation métaphysique de Descartes. Un grand bonjour, Julie Henry. Bonjour. Et bienvenue de nouveau sur France Culture au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'était un plaisir de vous entendre sur Descartes. Gageons que ce sera une joie de vous entendre sur Spinoza. Laetitia est hominis transitio. Contrairement à ce qu'on raconte, la philosophie ne se soucie ni du bien-être, ni de vivre mieux. Mais il se trouve que l'éthique, accidentellement, est un livre qu'on ne peut pas lire sans se sentir mieux. Non seulement parce qu'on se sent mieux d'être parvenu à son terme, mais aussi et surtout parce qu'il produit sur le corps un effet comparable à un orgasme sans tristesse, post-coitum animal radieux. Et que surtout l'éthique est un livre qu'on ne peut pas comprendre sans vivre mieux, c'est un bienfait collatéral de sa fréquentation, comme si ce livre savait l'art, non pas seulement de donner des bons conseils, rien n'est plus facile que de donner un bon conseil, faites ci, faites ça, fastoche, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. L'éthique fait mieux que ça, elle donne aux conseils qu'elle donne la puissance de s'appliquer à ceux à qui elle s'adresse. Elle délivre le secret d'une interaction résolue entre le corps et l'esprit, elle transforme en acte les conseils qu'elle donne parce qu'elle ne fait pas de l'application des bons conseils une simple affaire de volonté. Est-ce qu'on peut dire ça, Julie Henry ? Oui, on peut dire ça, d'autant plus que Spinoza refuse de faire de la volonté une puissance à part. Et en effet, il me semble que ce qui est très important, c'est ce rapport entre connaître, comprendre et agir. Pour Spinoza, connaître, c'est Comment donner à comprendre. ce qu'on sait la puissance de nous faire agir ? Voilà, exactement. C'est-à-dire la philosophie de Spinoza est justement une philosophie de la puissance. Je ne connais vraiment que si je comprends. Et le fait de comprendre les choses qui m'entourent, le fait de comprendre mon environnement, fait que je vais pouvoir agir dans ce monde, que je vais pouvoir bien me conduire. Non pas en suivant des normes transcendantes. C'est de non pas me conduire suivant le bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas de se conduire en suivant des normes ou des valeurs préexistantes vers lesquelles je vais essayer de tendre, mais il s'agit de bien se conduire en développant la puissance qui est en moi. Voilà, parce que quand on se conduit suivant le bien ou quand on pose par exemple des valeurs absolues, un décalogue, un bien auquel il faudrait se conformer, une philosophie ou une pensée qui fonctionnerait comme ça, donc aux antipodes de la pensée de Spinoza, est également une philosophie qui, face au monde comme il va, n'a que la ressource de la déploration finalement, et qui ne peut que constater que les hommes ne sont pas à la hauteur finalement de ce bien qu'ils ont antéposé. Oui, de la déploration et du fatalisme. C'est-à-dire les choses vont comme elles vont. Je ne peux finalement rien faire et on ne peut dans ce cas que constater la faiblesse de notre volonté, qui ne parvient pas en fait à nous faire agir tel qu'on souhaiterait agir. La faiblesse et l'infirmité de notre nature. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ce que Spinoza appelle le comportement de l'esclave. C'est-à-dire, alors qu'au contraire, il rapporte la vertu à la puissance et à la liberté. Le comportement de l'esclave, c'est celui en fait qui va agir en se conformant à des règles qu'il ne comprend pas, en essayant d'atteindre des valeurs qu'il n'atteindra jamais et en espérant en obtenir quelque chose par la suite. Par exemple, le des comportement de récompenses l'esclave, divines. c'est-à-dire le comportement de tout un chacun. Le comportement de tout un chacun, tout à fait. Spinoza donc ne fonctionne pas selon une représentation abstraite, absolue, désincarnée, du bien, auquel il s'agirait de se conformer.
C'est à ce titre aussi d'ailleurs que par une confusion, on a pu lui reprocher la 6e définition de cette deuxième partie, dans laquelle Spinoza dit ceci: par réalité et perfection, j'entends la même chose. On a pu dire, mais c'est ignoble, c'est immonde, comment il a pu dire une chose pareille? Comment tenir la réalité pour parfaite quand on sait ce dont la réalité est faite? Il s'agit ici, pour répondre à cette objection, qui est tout entière une objection théologique, qui consiste à dire que la réalité n'est pas parfaite et que la perfection n'est pas de ce monde et qu'il faut se conformer à la perfection pour améliorer le monde autant que possible. Pour répondre à cette objection, il faut revenir sur le sens même qu'il donne à perfection. À perfection et à réalité aussi. C'est-à-dire que la perfection, encore une fois, ce n'est pas tendre vers un idéal, ce n'est pas tendre vers quelque chose qui n'existe pas. La perfection, c'est se rapprocher de son être. Et c'est pour ça, il me semble qu'il faut bien comprendre que l'être, pour Spinoza, est compris comme une puissance. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la chose, justement, de l'ordre de la substance, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'activité. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre aussi la réalité. Lorsqu'il dit persévérer dans son être, ce n'est pas en fait se conserver en l'état. Précisons que c'est ce que, quand vous dites persévérer dans son être, vous renvoyez à ce que Spinoza appelle, et qui a fait fortune après lui, le conatus. Voilà. C'est-à-dire que toute chose, autant qu'elle est, aspire à persévérer dans son être. Voilà. Et on a pu le prendre en fait comme une idée du fatalisme. Je suis tel que je suis et je continue à persévérer dans mon état. Et il me semble qu'il faut faire une distinction entre l'être et l'état. L'état, c'est comme je me sens de façon contingente. L'être, c'est de l'ordre de la puissance et de l'activité. Et donc, essayer de comprendre ce qui m'entoure, essayer de me sentir mieux, en fait, en agissant en vue de mon être, là, c'est se rapprocher de la réalité. Donc, la réalité, ce n'est pas quelque chose qui est donné, mais c'est quelque chose vers quoi on tend, en fait, sans que ce soit un idéal impossible à atteindre en ce monde. On y tend et pourtant on s'y trouve. On en fait partie. La réalité est aussi faite des erreurs que nous faisons à son sujet. La réalité est faite des tentatives que nous faisons éventuellement de lui échapper. La réalité est également faite de tout ce qui existe, quand bien même ce qui existe serait non conforme au désir qu'on peut en avoir. Oui, alors il me semble qu'on comprend ce point si on se rappelle ce qui a été établi dans la première partie de l'éthique, dans laquelle il est dit en fait que, la nature est Dieu en tant que substance infinie et en tant que vie. Il me semble que c'est très important de comprendre que cette nature, c'est la vie et que cette nature elle-même est puissance. Donc tout ce dans quoi je me trouve est de l'ordre de cette puissance et de cette vie. C'est ça qui caractérise fondamentalement la réalité pour Spinoza. Et c'est ce qui permet de concilier chez Spinoza l'idée d'une nécessité absolue. Tout ce qui existe est causé, tout cela obéit à une nécessité qui par ailleurs est une nécessité aveugle, non providentielle. Il n'y a pas de Dieu personnel. Donc c'est ce qui permet de concilier cette position qui peut déboucher sur un fatalisme, justement. Ce qui existe existe, il n'y a rien à faire pour y changer quoi que ce soit en un sens, et nous n'y changerons rien. Donc de concilier cette position, donc cette nécessité absolue, et en même temps l'idée que l'éthique est un projet qui entend par ailleurs, j'allais dire presque nous aider à vivre, j'aime pas cette expression, mais enfin pourquoi pas, et qui entend développer en nous la puissance d'agir, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire nous faire passer d'un état de plus grand, de moindre à une plus grande perfection. À une plus grande perfection et à la liberté, ce qui paraît paradoxal, parce que la cinquième partie de l'éthique... Si par réalité et perfection c'est la même chose, comment est-ce que je peux changer de perfection ? Alors, je peux changer de perfection en me rapprochant de ma nature et en développant ma nature. Et en effet, il ne s'agit pas de s'opposer à la nécessité, ce qui est complètement illusoire, mais de s'opposer au fatalisme. Elle est là, la véritable liberté. La véritable liberté, c'est comprendre la nécessité et donc ne plus en souffrir finalement. Si je comprends lorsqu'il m'arrive quelque chose, que cela ne vient pas d'une intention malveillante, mais que cela vient simplement des déterminations causales, je ne vais plus en souffrir comme un mal qui me serait fait. Et le fait de comprendre cette nécessité me permet d'agir dans cette nécessité. Ça, c'est très important. Spinoza est le philosophe des romanciers.
C'est le philosophe de ceux qui regardent la comédie humaine hors de tout jugement moral, c'est-à-dire qui ne prennent pas ici position, mais qui, par exemple, à la façon de Proust dans La recherche du temps perdu, regardent les choses comme elles se déploient, en vertu de quel mécanisme elles se déploient, et dont le travail consiste aussi à restituer ces mécanismes. Oui, à restituer ces mécanismes, mais encore une fois, pour ne pas en rester là. C'est-à-dire restituer les mécanismes tels qu'ils sont pour permettre au lecteur de les comprendre. Et une fois que je comprends ces mécanismes, je deviens capable d'agir au sein de ces mécanismes. C'est ça qui est très important. D'ailleurs, lorsqu'il dit... Agir, qui est ici le contraire, non pas de rester inactif, mais de pâtir. Voilà, tout à fait. Pâtir, c'est simplement subir les choses telles qu'elles arrivent. Être comme une girouette. Être comme une girouette, c'est-à-dire être entièrement dépendant des rencontres fortuites que je vais faire. Je gagne au loto, je suis heureux, Par ma exemple. femme me quitte, je suis désespéré. Voilà, et en rester là. Alors que agir, ce sera disposer ces rencontres d'une certaine façon, et ce sera aussi ne pas simplement pâtir de ces rencontres, agir dans la manière dont je suis affectée par les choses extérieures. Et cela dépendra en grande partie des habitudes que je me donnerai, habitudes que je me donne au sein de ces mécanismes. C'est pour ça qu'il est important de les comprendre. Finalement, avoir une idée illusoire de la liberté, c'est être malheureux, parce qu'elle va sans cesse nous décevoir. Cette idée illusoire. En fait, je ne suis pas libre au sens du libre arbitre. Je ne suis pas une toute-puissance volontaire. Donc si j'y crois, je serai malheureux et je serai impuissant. Finalement, pour Spinoza, nous expliquer comment fonctionne le monde, c'est nous rendre plus puissants face à ce monde. C'est nous rendre capables d'agir dans ce monde. Alors, nous rendre capables d'agir dans ce monde, Descartes se proposait de marcher avec assurance en cette vie. On pourrait parler donc chez Spinoza de se rendre capable d'agir, c'est-à-dire de ne plus pâtir, de ne plus subir ce qui de toute façon ne peut pas ne pas arriver puisque c'est arrivé. Donc c'est tout le paradoxe. En somme, il s'agirait ici non pas de changer le monde, mais de changer le rapport que j'entretiens avec lui. Oui, c'est ça. Et pourtant, pardon, je termine juste sur ce point, ça n'est pas du stoïcisme. Il ne s'agit pas de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Non, non plus. Ça n'est pas une philosophie de la résignation. Non, non, certainement pas de la résignation. Il s'agit en effet de ne pas chercher à changer le monde, encore une fois, c'est illusoire. Donc je serais malheureux d'essayer de changer un monde qui ne changera pas pour moi. Puisque le monde est fait des tentatives que je fais de le changer. Voilà. Mais en même temps, et c'est ce qui peut sembler paradoxal finalement, il ne s'agit pas non plus simplement de constater les choses telles qu'elles sont. Sinon, on en revient au fatalisme. Les événements arrivent, je les constate, je les subis. Donc, c'est ce qui est peut-être un peu difficile au départ à comprendre. Il s'agit de comprendre quelle est ma part d'activité et de puissance au sein de cette nécessité. C'est-à-dire comment je vais pouvoir jouer des mécanismes déterminés de la nature pour pouvoir agir en elle. Et ce sera par exemple le lot de l'expérience. Mon expérience me détermine à un moment donné, mais je peux faire pour l'avenir que mon expérience soit autre. Par exemple, en favorisant certaines rencontres plutôt que d'autres. Par exemple, en ne pâtissant pas des mauvaises rencontres, mais en étant actif dans ces mauvaises rencontres. En cherchant la joie, même là où, a priori, si j'ose dire, on ne la trouve pas. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas non plus simplement de se dire « je vais trouver la joie même dans ce qui est mauvais pour moi ». Il s'agit de se préserver quand même de ce qui est mauvais pour moi. Donc il ne s'agit pas non plus surtout pas de dire je pâtis en ce monde, mais je suis heureux parce que je sais que cette difficulté en ce monde aboutira dans un autre monde en des récompenses divines, par exemple. Il n'y a pas d'autre monde pour Spinoza. Donc la liberté, donc ou alors la s'il y joie... avait un autre monde, il ferait partie de ce monde, puisqu'il existerait. Voilà, exactement. Donc la liberté, la joie sont à trouver en ce monde, c'est très important. Et alors, est-ce que le fait de se ménager donc des bonnes rencontres, de cheminer dans la connaissance en allant dans la joie, enfin de se servir de la joie comme d'un indice finalement de la connaissance, ce que Bergson reprendra à son compte d'ailleurs plus tard, est-ce que ce fait-là, ou cette ambition-là, chez Spinoza, ne passe pas également par
encore une fois, hein, il faut bien le poser, l'aptitude à comprendre et à expliquer ce qui arrive, et même à l'expliquer de façon répétitive, jusqu'à l'incorporer, jusqu'à à méditer en somme les tuiles qui nous tombent sur la figure, et à comprendre les mécanismes qui nous valent de souffrir pour peut-être diluer la souffrance dans la connaissance de ces mécanismes. Oui, il me semble qu'il y a deux éléments importants dans ce que vous venez de dire. Il y a l'idée de comprendre et l'idée d'incorporer. Comprendre, il me semble que c'est exactement ce qui fait le lien entre la connaissance et l'action. Sinon, on pourrait se dire de nouveau que on est de l'ordre d'une philosophie du volontarisme. Je connais donc je peux agir. Cela semble un peu dogmatique. Mais en fait, si on a à l'esprit que connaître, c'est comprendre, on comprend justement en quoi cela me permet d'agir en ce monde, d'agir dans mon environnement. Je comprends comment il fonctionne et donc je peux m'insérer en lui. Et on en arrive au deuxième point qui est celui d'incorporer. L'incorporation, oui. L'incorporation qui est très importante. Il faut prendre au sens littéral ici. Oui, tout à fait, au sens vraiment littéral de intégrer dans mon corps cette compréhension. Et là, on retrouve le lien très étroit entre la connexion des choses, la connexion des corps, et d'autre part la connexion des idées. J'y venais, Julie-Henri. C'est la proposition 7 de la deuxième partie. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. En quoi cette proposition, qui a suscité 1000 commentaires, dont la plupart d'ailleurs sont spécieux en général, mais encore faudrait-il savoir exactement ce qu'il entend par là, en quoi cette proposition, l'ordre et la connexion des idées, le même que l'ordre et la connexion des choses, ne reconduit pas à un dualisme, le dualisme le plus élémentaire, entre d'un côté ce qu'on a dans la tête et de l'autre côté ce qu'on a dans le corps. Un dualisme indûment présenté comme une espèce de parallélisme entre deux instances parfaitement séparées. Oui, on a l'impression en effet d'un dualisme et d'autre part d'un retour à l'idée d'une action de l'âme sur le corps et du corps sur l'âme, ce qui est complètement étranger à la philosophie spinoziste. Il me semble que pour comprendre ce point, il faut avoir à l'esprit quelle est son ontologie. Donc encore une fois, qui est exposé dans la première partie de l'éthique. C'est-à-dire son discours sur l'être, en somme. Son discours sur l'être, voilà, exactement. Le corps se rapporte à l'attribut de l'étendue, l'esprit se rapporte à l'attribut de la pensée. Rappelons, pour Spinoza, il y a une substance, une seule, c'est Dieu, et deux attributs du moins qu'on peut connaître, le corps et l'esprit, qui sont deux façons pour cette substance, finalement, de dire la même chose. Voilà, c'est deux façons d'exprimer la substance. Ce qui est important donc, c'est de vous comprendre qu'ils appartiennent à deux attributs séparés. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action de l'un sur l'autre. L'attribut de l'étendue, d'une part, et l'attribut de la pensée, d'autre part, suivent chacune leurs règles, chacune leur ordre de connexion. Simplement, comme vous venez de le rappeler, ces deux attributs se rapportent à la même substance. Et c'est ici que se fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que de cette substance suit un principe de nécessité qui sera commun aux deux attributs. Et c'est par ce biais qu'on peut comprendre que corps et esprit sont à la fois inséparables, puisqu'ils sont unis en cette substance, et en même temps totalement indépendants l'un de l'autre, puisqu'ils se rapportent à deux attributs séparés et absolument distincts. Et est-ce que l'objet de l'éthique n'est pas de les faire marcher de concert ? Oui, très probablement. Les faire marcher de concert et faire comprendre en quoi l'éthique n'est pas une prise de pouvoir de l'âme sur le corps. Ni le contraire d'ailleurs. Ni le contraire, c'est-à-dire que l'esprit ne pâtit pas non plus du corps. Il faut comprendre comment on peut développer les deux de façon correspondante. Si mon corps est actif, mon esprit sera actif. Inversement, le corps et l'esprit peuvent pâtir tous les deux. Donc, Spinoza s'oppose à toute conception superstitieuse ou d'une certaine interprétation de la religion qui consiste à dire qu'il faut brimer le corps pour que puisse se développer l'esprit. Pour donner la liberté à l'esprit. Voilà. C'est exactement le contraire. Pour Spinoza, comme les deux vont de concert, si je veux rendre libre et puissant mon esprit, mon corps de même sera libre et puissant. De même que chez Spinoza, vous avez parlé de son ontologie, de même que dans l'ontologie de Spinoza, il n'y a rien de négatif.
Il y a ce qui existe et il y a ce qui n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas ne fait pas l'objet d'une investigation. C'est ce à quoi on adhère alors que ça n'existe pas relève chez Spinoza d'une connaissance mutilée, hein, d'une idée inadéquate. On va voir ce que ça signifie, inadéquate et adéquate. Donc de la même façon que chez Spinoza, il n'y a pas de vide, en somme. Tout est dans la plénitude. De la même façon, je ne peux pas agir contradictoirement avec moi-même, en somme. Il ne s'agit pas d'opposer deux instances en moi. Oui, ça c'est l'insistance sur le fait que le corps et l'esprit sont inséparables et vont de concert. Donc amoindrir l'un, c'est amoindrir l'autre. Et en effet, dans la pensée de l'être de Spinoza, il n'y a pas de négatif. Le négatif est simplement la privation de puissance. De même, on le verra que l'erreur est la privation de connaissance. Et c'est très important pour comprendre ce dont on parlait au début, c'est-à-dire cette assimilation entre réalité et perfection. Puisque la réalité est puissance et activité, il s'agira de la développer, tant l'activité du corps que l'activité de l'esprit. Et de comprendre que finalement, l'erreur et la contrainte n'ont pas de pouvoir sur moi, puisqu'elles ne sont que privation. Donc si je développe mes idées adéquates et si je développe ma liberté, l'erreur et la contrainte vont d'elles-mêmes disparaître en tant que privation de ces idées adéquates et privation de cette liberté. Allons vers ce que vous entendez par idée adéquate. Idée adéquate qui reprend d'ailleurs un vocabulaire courant à l'époque, le terme d'adéquation est notamment employé pour désigner la vérité. Vérité comme adéquation d'un discours à l'objet qu'elle désigne. Ici, une idée adéquate, c'est une idée, j'allais dire, pleine et entière. Non plus claire et distincte, enfin peut-être aussi claire et distincte, mais d'abord pleine et entière, c'est-à-dire ça n'est pas une connaissance mutilée. En somme, le contraire d'une idée adéquate, c'est la position de celui qui, adhérant à un point de vue sur le monde, se contente dans le monde de prélever ce qui corrobore ce point de vue aux dépens de ce qui viendrait l'infirmer, c'est-à-dire la position dogmatique. Une idée adéquate est une idée qui envisage tous les éléments d'un phénomène. Oui, c'est ça. Comme souvent, Spinoza reprend un terme classique, mais en changeant le sens. C'est-à-dire que pour lui, l'adéquation n'est pas la conformité entre une idée et une chose. Notamment du fait, comme nous l'avons dit, que l'idée et la chose appartiennent à deux attributs différents. Au contraire, l'adéquation, c'est bien enchaîner les idées entre elles. C'est-à-dire bien respecter l'ordre causal selon lequel les idées s'enchaînent. Et en effet, comme vous l'avez dit, au contraire, une idée inadéquate, c'est une idée face à laquelle nous sommes passifs. Et à ce propos, l'interprétation de Pierre Macheret me semble intéressante lorsqu'il parle de l'affirmation selon laquelle l'homme pense, qui est très radicale et succincte. Et alors, non seulement radicale et succincte, mais elle est présentée de façon tout à fait secondaire dans l'éthique. On dirait que c'est Oui, parmi d'autres, disons. Parmi d'autres, l'homme pense. Mais enfin, alors, ce qui fait le cœur, par exemple, du système de Descartes, est chez Spinoza noté comme une note en bas de page, presque. Oui, alors, je dirais pas exactement secondaire, parce que c'est également important, mais je dirais de même importance que les autres. C'est-à-dire que l'étude de l'esprit n'a pas plus d'importance que l'étude du corps, dans la mesure, une fois encore, où les deux vont de concert. Et dans la mesure où l'esprit, c'est l'idée du corps. Et dans la mesure où l'esprit est l'idée du corps, et dans la mesure où l'esprit ne se connaît lui-même, ne connaît le corps, et ne connaît les corps extérieurs, que par les idées des affections de son corps, ce qui est complètement anti-cartésien. Il dit « Les affections de mon corps me renseignent davantage sur l'état de mon corps que sur la nature du corps qui m'affecte. » Alors on peut dire, c'est d'une certaine façon la profession de foi d'un sceptique, qui considère que tout ce qu'il perçoit est sujet à caution, puisque ça le renseigne d'abord sur sa façon de percevoir plutôt que sur la réalité de ce qu'il perçoit. On peut dire également que c'est une façon de considérer que quoi qu'on veuille et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, on a beau d'ailleurs penser l'absolu, penser au-delà de soi-même, etc., etc., de toute façon, tout ce que nous pensons est concomitant à ce que nous vivons et qu'on ne pense pas hors des impressions que nous recevons et que la pensée elle-même est productrice d'impressions. Oui, c'est encore une fois pour insister sur le fait que l'esprit lui-même est dans la nature.
L'esprit n'est pas un point de vue hors du monde et en effet, nous pensons et nous vivons de façon concomitante, de façon liée en fait, toujours déjà ensemble. Je ne peux pas penser indépendamment de ce que je vis. C'est pour ça qu'il est si important de bien vivre. De la même D'ailleurs, façon que je ne peux pas m'abstraire du temps. non, je ne peux pas m'abstraire du temps, Je ne peux pas de penser la hors du durée temps. du moins. Le temps ne suspend pas son vol. Non, puisque je ne pense que à partir des affections de mon corps. Or, mon corps est affecté à l'occasion de rencontres qui interviennent dans la durée. On va entendre avec vous, Julien Henry, la parole d'un autre philosophe qui pensait lui aussi, et très justement, à partir des affections de son corps. Tout le monde va le reconnaître. Julien Henry est notre invité aujourd'hui. On parlait de l'éthique de Spinoza et de la deuxième partie qui traite de l'esprit, c'est-à-dire du corps, de la même façon que Dieu était la nature, Dieu est la nature, Dieu c'est-à-dire la nature, l'esprit c'est-à-dire le corps, l'esprit qui est l'idée du corps. L'éthique de Spinoza qui fait l'objet de ces nouveaux chemins de la connaissance. Donc toute la semaine avec vous, l'éthique est en 5 parties, ça tombe bien. Nous avons 5 émissions du lundi au vendredi et nous vous proposons ni plus ni moins que de parcourir ce chef-d'œuvre absolu de la pensée, ou ce chef-d'œuvre anti-absolu de la pensée d'ailleurs. Julien Henry, on se disait pendant que on entendait Raymond DeVos dans un sketch fameux qui s'appelle Sauver la face, on se disait que 50 minutes pour parler d'un livre de l'éthique, enfin d'une partie de l'éthique, c'était vraiment très, très court, n'est-ce pas ? Oui, c'est très court en effet, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et alors comment on fait dans ces cas-là ? Il faut se contenter peut-être de l'effleurer ou de donner le sentiment que c'est intelligible ? L'effleurer, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer de comprendre les grands principes qui finalement interviennent tout au long de cette éthique et qu'on peut retrouver dans chaque partie de cette éthique. Est-ce qu'on peut commencer l'éthique, selon vous, la lecture de l'éthique, comme le disait Deleuze, comme le proposait Deleuze, par le milieu, au motif que c'est comme une pelote finalement, donc quel que soit le bout qu'on se donne, on finit par la reconstruire tout entière ? Je ne dirais pas exactement cela. Il me semble que si on veut lire l'éthique dans le détail, c'est assez compliqué d'en comprendre certaines propositions si on n'a pas en tête ce qui a été posé au préalable. Oui, mais c'est difficile. C'est très difficile, en effet. C'est très difficile. Et c'est Spinoza lui-même qui nous enseigne que pour cheminer dans la connaissance, il faut aller vers la joie. Or, le début de la lecture de l'éthique, quand on ne l'a jamais lu, c'est une douleur, c'est pas une joie. Après, une fois qu'on est familier, c'est une allée de lumière. Mais au début, on rame, c'est difficile. Est-ce qu'il ne faut pas être anti-spinoziste de ce point de vue, c'est-à-dire surmonter le déplaisir d'une première lecture pour aller vers la joie et se donner finalement un but, une perspective, la promesse d'un bonheur, d'une félicité,
pour surmonter le déplaisir présent et immanent de la lecture de l'éthique, en tout cas de la première lecture de l'éthique. Félicité en tout cas qui se retrouve dans la 5e partie, c'est-à-dire quand on en arrive au bout. Être anti-spinoziste, je ne sais pas, il ne faut pas le percevoir comme une douleur, en tout cas il faut être patient. Ce que Spinoza dit lui-même et ce qu'il répète très souvent dans de nombreux scoli, en disant peut-être que vous ne comprendrez pas pour l'instant ce que je suis en train de dire, mais soyez patient et vous finirez par le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience de parcourir l'enchaînement des propositions, comme le fait d'atteindre la vérité se fait en suivant patiemment l'enchaînement des idées adéquates. Il faut être patient comme il faut être prudent et aller avec Spinoza en lui tenant la main et de morale provisoire jusqu'à une anti-morale définitive qui viendrait clore l'éthique. Gaudium est Laetitia concomitante idea rai praeterita qua praeter spene venit. Comme on a peu de temps pour évoquer cette deuxième partie de l'éthique, on va essayer d'aller non pas à l'essentiel, mais à un essentiel, en tout cas suivre un chemin, comme il y en a d'autres. On a parlé du parallélisme, et je mets le mot entre guillemets ici, puisqu'il n'en est rien en somme, du parallélisme spinoziste entre l'esprit et le corps. Disons que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Je voudrais qu'on en vienne à un deuxième point tout à fait important dans l'éthique, c'est l'idée de notions communes, ce que Spinoza appelle les notions communes. On est à la fin de cette deuxième partie, les propositions 37 à 40. Que désigne-t-il par les notions communes et dans quelle mesure est-ce que ces notions communes sont-elles un élément tout à fait crucial de cette accession à la connaissance, c'est-à-dire à la puissance, c'est-à-dire à une perfection supérieure, c'est-à-dire à la joie? Alors elles le sont en deux sens. D'une part, si on distingue les notions communes des notions universelles, qui pour Spinoza sont trop abstraites pour nous faire comprendre les choses singulières, ces notions communes nous permettent... C'est pas les idées générales. Non, ce ne sont pas des idées générales. Ce sont des notions qui nous permettent de comprendre les choses, c'est-à-dire qu'elles nous aident à enchaîner les idées de manière adéquate. C'est ce qu'il appelle le deuxième genre de connaissance. Je déduis les choses les unes des autres en passant par le biais de notions communes. La deuxième chose qui est importante est que... C'est pas que ça, les notions communes. Non, les notions communes, ce sont aussi des notions qui sont partagées par tous les hommes. Et ça, c'est très important. Mais pardonnez-moi, juste oui. En amont de ça, est-ce que un couple qui danse le tango, parfaitement accordé, ils ont travaillé pendant longtemps, ils ont incorporé les mouvements au point de danser sans y penser, est-ce qu'un couple qui danse parfaitement le tango ne forme pas une notion commune ? Littéralement non, puisque le couple n'est pas une notion, mais il est vrai que cette incorporation permet non pas la formation de notions communes, puisque ces notions sont en nous, mais en permet la compréhension et la prise de conscience, si je puis dire. Et il est vrai que ces notions communes nous aident ensuite à agir de façon plus spontanée, mais en même temps active. Non pas agir passivement, c'est paradoxal de le dire, mais non pas être passif dans notre comportement, mais agir de façon active parce qu'on a ainsi incorporé et donc compris. Vous avez parlé de spontanéité, Julie Henry. Est-ce que la spontanéité, qui est en soi d'ailleurs quelque chose de paradoxal, puisque être spontané, c'est obéir à une nécessité et en même temps partir de soi. Quand on est spontané, on dit d'ailleurs d'un réflexe qu'il est spontané. Or pourtant, un réflexe est une réaction. Donc c'est à la fois une façon de suivre la nécessité et en même temps de se donner un tour inaugural. Est-ce que ce paradoxe de spontanéité ne permet pas de penser justement la liberté chez Spinoza ? Puisque d'un côté, en général, le débat sur la liberté, c'est il y a ceux qui disent j'ai un libre arbitre, moi monsieur, et qui en général se font écrabouiller par l'ordre de la nature ou par l'ordre politique. De l'autre côté, vous avez ceux qui disent mais non, pauvre homme, tu n'as pas de liberté, en fait tout est déterminé, et tu es déterminé à penser d'ailleurs que tu as une liberté libre, etc. Et que tu as la liberté d'agir et que tu as un libre arbitre. Et donc en somme, pour dépasser ce débat entre d'un côté le déterminisme et de l'autre côté le libre arbitre, est-ce que le troisième terme que Spinoza permet de penser, ça n'est pas justement la spontanéité qui reprend la nécessité et qui en même temps donne à l'individu paradoxalement un caractère inaugural ?
Oui, je vous suis en ce point, dans la mesure où il me semble en effet que ce terme de spontanéité permet de dépasser cette opposition figée entre liberté et déterminisme. Et en effet, on fait souvent à Spinoza l'objection que dans un univers à ce point déterminé, on ne voit pas en quoi peut consister la liberté, si ce n'est en un fatalisme, c'est-à-dire j'accepte les choses telles qu'elles surviennent. On peut comprendre ce point si on comprend la spontanéité non pas comme une création ex nihilo, ce qui n'existe pas chez Spinoza, mais plutôt comme le développement d'une puissance. Je développe spontanément ma puissance, si je puis dire. C'est-à-dire que, c'est un peu compliqué, c'est une spontanéité qui s'apprend en fait. La liberté pour Spinoza, ce n'est pas se libérer de déterminisme, ce qui est impossible, mais c'est suivre sa propre nature. C'est-à-dire permettre le développement de la puissance qui est en moi sans se soumettre aux causes extérieures. Est-ce qu'on peut pas le comprendre en pensant à un pianiste qui s'exerce et qui développe en lui, alors il ne s'agit pas de dire qu'il avait le don en lui et qu'il n'a fait que le développer comme on mettrait un peu d'eau sur un semis, mais qu'en somme, par l'habitude, il en vient au moment où les doigts jouent tout seuls presque. Oui, par l'habitude et comme on le disait tout à l'heure, par l'incorporation de ces gestes, ce qui est très important. On a évoqué la question de la spontanéité, la question des notions communes. Je voudrais qu'on en vienne à un point dans l'éthique, et dans la deuxième partie de l'éthique, qui est tout à fait anticartésien, qui est l'idée qu'en somme pour Spinoza, nous ne pouvons pas vouloir au-delà de ce que l'on conçoit. Oui. Permettez-moi de faire le cartésien un instant, Julie Henry. En cartésien que je serais, je pourrais contester cette assertion. Je peux dire, mais non, je conçois toute une série de choses, mais c'est précisément au-delà de ce que je conçois que je désire. Je conçois le monde comme il est, je conçois ses contraintes, ses lois, etc., etc., mais j'ai la nostalgie et le désir et le goût et la volonté de quelque chose qui dépasse tout cela. Est-ce que dire qu'on ne peut pas vouloir au-delà de ce qu'on conçoit n'est pas une pensée coercitive, conservatrice, presque réactionnaire? On pourrait le penser, mais il me semble que pour comprendre cette proposition, il faut avoir à l'esprit que pour Spinoza, l'entendement ne se limite pas aux idées adéquates, à la formation d'idées adéquates. Parce que si on suit le raisonnement cartésien, on voit que finalement, je peux affirmer au-delà de ce que je connais adéquatement. Mais si l'entendement ne se limite pas aux idées adéquates, en ce cas, la volonté n'est pas plus étendue que l'entendement. Elle peut affirmer des choses qu'elle ne comprend pas, mais ce que je ne comprends pas fait aussi partie de mon esprit. De la même façon que je ne peux pas rêver de quelque chose que je n'ai jamais vu. Oui, voilà. Et le deuxième point, c'est que, et il me semble que c'est assez intuitif au sens où ça peut nous parler, Spinoza affirme qu'on ne peut pas choisir de croire quelque chose, ce qui me semble très fort. Si, en fait, je sais qu'une chose n'existe pas, je peux toujours affirmer que j'y crois, mais je ne vais pas y croire réellement. Ça veut dire que je ne peux pas affirmer en dehors des idées que j'ai, ce qui est très important. Donc, en ce sens, les idées ont elles-mêmes un pouvoir d'affirmation, et le pouvoir d'affirmation est lié aux idées que j'ai. Prenons un exemple, un enfant... Ce que j'allais vous proposer de faire, oui, allez-y. Un enfant croit au Père Noël parce qu'il ne sait pas que le Père Noël n'existe pas. Et à partir du moment où il le sait, il ne peut plus y croire. J'ai presque envie de vous faire l'objection inverse. Est-ce qu'un enfant ne croit pas au Père Noël dans la mesure où il sait pertinemment que le Père Noël n'existe pas? Est-ce qu'un enfant ne croit pas au Père Noël? Est-ce que de la même façon d'ailleurs, est-ce que un révolutionnaire n'affirme pas qu'un autre monde est possible dans la mesure où il sait pertinemment que cet autre monde n'existe pas? Est-ce que en somme l'affirmation ou le désir de quelque chose qui n'existe pas ne vient pas de la conscience douloureuse que cet autre monde n'existe pas ou que le Père Noël n'existe pas? Oui, mais c'est là la différence que Spinoza fait entre un désir qui s'affirme de façon illusoire comme un libre arbitre
et la réelle affirmation et la réelle croyance. C'est ce qui se rapporte aux différents degrés de réalité de mes idées. Elles ont également une puissance, mes idées, dans la mesure où l'esprit est également activité et puissance. Si j'affirme qu'un autre monde existe tout en sachant qu'il n'existe pas, mon idée aura un faible degré de réalité. C'est-à-dire que c'est la différence que Spinoza fait entre les idées et les mots. Je vais le dire verbalement, mais cette idée ne sera pas dans mon esprit parce qu'en tant qu'idée adéquate, il faut que je le comprenne. Et là, je ne vais pas le comprendre parce que je sais que cela n'existe pas. Est-ce que l'accession à une idée adéquate a pour effet de quasiment de la même façon qu'un gouvernail serait solidaire d'un bateau et qu'on ne peut pas tourner la barre sans modifier la trajectoire du bateau, mettons que l'idée adéquate soit le gouvernail et que mon corps soit le bateau, est-ce qu'une idée adéquate a automatiquement au sens spinoziste du terme, au sens où nous serions des automates spirituels, est-ce que l'idée adéquate a automatiquement la puissance de me faire changer de direction ou de conformer mon attitude à cette idée adéquate ? Oui, elle a cette puissance et c'est le lien qui se fait pour Spinoza entre comprendre et agir. C'est-à-dire que les idées adéquates que j'ai engagent ma compréhension du monde et de fait elles engagent mon comportement dans ce monde. Et inversement, c'est-à-dire que pour agir dans le monde, il faut que je le comprenne. Si je ne comprends pas ce qui m'entoure, si je ne comprends pas le fonctionnement des choses, je vais me sentir impuissant dans ce monde. Donc c'est très important de voir toute la dimension éthique de l'éthique de Spinoza, mais dès le début, pas simplement dans la 5e partie. Dimension éthique, c'est-à-dire une dimension pratique. Spinoza le dit lui-même, je vais essayer de mettre en place les éléments rationnels nécessaires à la béatitude, nécessaires à l'élaboration d'une règle pratique de vie. Mais alors, 2 objections. La première, je peux avoir l'idée, c'est une objection classique, mais elle est quand même très forte, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je peux avoir l'idée adéquate du mal que me fait la consommation de cigarettes. L'idée parfaitement adéquate, la représentation d'ailleurs, on peut me montrer des coupes de poumons noirs, des cancers, je peux connaître quelqu'un qui meurt d'un cancer, d'avoir fumé, et fumer quand même. C'est la première objection. La deuxième objection, c'est que répondrait Spinoza à celui qui, par exemple, prenons un homme qui est victime d'un plan social. S'il avait l'idée adéquate de l'ensemble des causes qui lui valent d'être viré de son usine et de devoir changer de région, de devoir déplacer ses enfants d'école, etc., etc., s'il savait que, il le sait probablement d'ailleurs, mais s'il a la connaissance claire, distincte, adéquate de l'ensemble des causes qui lui valent qui valent à l'usine de fermer ou qui justifient qu'il se fasse virer ou qui expliquent qu'il se fasse virer, est-ce que cet homme-là n'est pas néanmoins fondé à s'indigner de son sort ? Oui, alors pour répondre à la première objection, il me semble qu'il faut de nouveau concevoir les idées comme des puissances. Si vous avez l'idée que fumer est mauvais, mais que vous fumez quand même et vous avez toujours cette volonté de fumer, c'est probablement que vous avez en nous une autre idée, imaginative celle-ci, qui lie le fait de fumer au plaisir. Et cette autre idée a plus de puissance que l'idée qui vous fait connaître en fait que fumer est mauvais. Mais est-ce que ça n'est pas également l'expérience du manque ? Oui, c'est l'expérience du manque, mais l'expérience du manque... Que fait Spinoza de l'expérience du manque dans un système qui est tout entier, tout ce qu'il est, où il y a de la plénitude, où il n'y a pas de vide ? Alors, il en fait quelque chose d'imaginaire. J'imagine qu'il me manque quelque chose et que j'ai besoin de ce quelque chose pour me sentir mieux. Mais Julie Henry, quelqu'un qui a faim, il n'imagine pas qu'il a faim. Enfin, bien sûr, il imagine qu'il a faim, mais c'est parce qu'il a faim. Il manque de quelque chose. Si nous ne buvons pas, si nous ne mangeons pas, nous allons manquer de nourriture, nous allons manquer de boissons. Oui, mais dans ce cas, nous manquons de quelque chose dont nous avons besoin pour continuer à vivre. Et il s'agit toujours de penser que l'existence est persévérer dans l'être. Et persévérer dans l'être, c'est conserver aussi ma santé. Donc en effet, il me manque quelque chose et c'est bien que je conçoive qu'il me manque cette chose puisque j'en ai besoin pour vivre. Mais alors revenons-en donc à l'ouvrier victime d'un plan social. Mettons qu'il ait l'idée adéquate de tout ça, c'est-à-dire que au lieu de désigner le patron voyou comme seul coupable, tous les patrons ne sont pas des voyous, il y a aussi des patrons qui n'ont pas le choix
n'est-ce pas ? Donc au lieu de le désigner comme seul coupable, il prend la mesure des mécanismes, des paramètres de la mondialisation qui imposent à une boîte de fermer telle usine pour ne pas mettre la clé sous la porte. Il a la conscience précise de tout cela, il se dit bon, un plan social permettra peut-être, sacrifier 1000 emplois permettra peut-être d'en sauver 2000 ailleurs. Il n'a pas une représentation de classe ou belliqueuse de cela. Un sage qui comprendrait l'ensemble des causes. L'ensemble des causes, ça va du patron voyou jusqu'aux paramètres de la mondialisation. Bien. Néanmoins, il y a une souffrance présente, incontestable, viscérale et irréfutable. Dans quelle mesure est-ce que la connaissance pleine et adéquate de tous ces phénomènes dissuade de souffrir ? Ça ne dissuade probablement pas de souffrir. Et d'ailleurs, Spinoza s'oppose à cette idée que la raison doit prendre le pas sur les passions et cette idée selon laquelle l'esprit devrait pouvoir faire que le corps ne souffre pas. Donc, cette souffrance s'explique et Spinoza ne la nie pas. Par contre, ce que Spinoza essaie de mettre en place, c'est ce qu'il dit dans la suite de l'éthique, la différence entre passion triste et passion joyeuse. Passion triste qui amoindrissent mon être et passion joyeuse qui, au contraire, augmente ma puissance. Donc je pense que ce que conseillerait Spinoza, c'est d'essayer de transformer cette passion triste en une passion joyeuse. Alors il ne s'agit pas du tout de dire j'ai été renvoyé, mais cela m'est égal et je suis quand même heureux. Mais il s'agit d'agir par rapport à cette souffrance. Donc ne pas se renfermer sur soi, ne pas simplement se renfermer dans sa souffrance, mais essayer d'agir et par exemple de profiter, si je puis dire, de cette occasion malheureuse pour accomplir autre chose. On va aller vers la conclusion, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Julien Henry avec vous, émission passée à toute vitesse. Juste un point qui permet d'ailleurs de faire la transition avec la troisième partie de l'éthique. Est-ce qu'on peut dire que pour Spinoza, comme il ne s'agit pas pour la raison de prendre le pouvoir sur les passions, la façon qu'il a trouvé de sortir de ce schéma cartésien, en somme, où l'âme bien conduite régule le corps, où la raison prend le pouvoir sur les passions, enfin cet état de guerre civile finalement, où l'un viendrait imposer sa loi à l'autre, pour que la raison ne prenne pas le pouvoir sur les passions, il faut donner des passions elles-mêmes une lecture rationnelle. Oui, il faut donner une lecture rationnelle, c'est en géométrisant les passions qu'il s'interdit de penser que la raison prend le pouvoir sur les passions. Voilà, exactement. Alors pourquoi géométriser ? Tout simplement parce que pour Spinoza, la déduction est en fait le mode même de la réflexion. C'est pas simplement un exposé, mais c'est le mode même de la réflexion. Pourquoi rationaliser les passions ? Non pas prendre le pouvoir sur elles, mais simplement, encore une fois, comprendre leurs mécanismes. D'une part parce que je souffrirai moins en sachant le pourquoi de ce qui m'arrive. Et ensuite, encore une fois, parce que cela me donne alors le moyen d'agir. Ça libère la puissance qui est en moi. C'est simplement que je ne fais pas que subir ce qui m'arrive, subir les rencontres occasionnelles, mais j'essaie de me rendre actif au sein de ces rencontres et j'essaie de faire que je les vive différemment. Un grand merci, Julien Henry. J'avais raison de parler de la joie de vous entendre sur Spinoza. Je rappelle que vous êtes jeune doctorante, que vous préparez votre thèse sur le passage à l'acte dans la pensée de Spinoza. On est impatient de vous lire. C'est de la deuxième partie de l'éthique qu'on vient de parler ensemble. Deuxième partie intitulée De la nature et l'origine de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire le corps, est-ce qu'on peut, en conclusion, en un mot, dire qu'ils sont synonymes ?
Pas exactement, dans la mesure où l'esprit est l'idée du corps. Et l'idée n'est pas exactement identique à la chose, mais en tout cas, ils vont de concert. Ils vont de concert, et c'est sur ces mots donc que cette émission s'achève. Demain, je recevrai Philippe Danino, qui est professeur agrégé de philosophie au lycée Buffon, à Paris, dans le 15e, et qui viendra nous parler de la troisième partie de l'éthique, le traité des passions de Spinoza. On va revenir justement sur ce combat, qui n'en est pas un, entre la raison et les passions, et sur cette géométrie inhumaine des passions chez Spinoza. Donc à demain, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Toutes ces émissions, vous pouvez les podcaster, comme on dit, sur notre site internet, à la page des nouveaux chemins. À la technique aujourd'hui, Sébastien Labarre. À la réalisation, François Connac. Assistant, Geneviève Méric. Adèle Van Rett, Laetitia Cordonnier, Tristan Grenassia et Jennifer Museau. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard. 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 Tout de suite, Albert